Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation du module de géométrie d'OpenRoads Designer. On a un programme assez chargé aujourd'hui, puisque donc le module géométrie c'est le cœur d'OpenRoads, hein, c'est la géométrie dynamique que l'on attendait depuis longtemps. Donc je vais essayer de tenir dans l'heure et sinon ce que je ferai c'est que je laisserai continuer l'enregistrement du webinaire en présentant les vidéos ou les éléments qu'on n'aura pas eu le temps de voir pendant l'heure. Comme ça, si vous avez des contraintes horaires, elles pourront être respectées, vous pourrez revenir à ce webinaire par la suite. Donc je vais commencer par une présentation générale du mécanisme d'intention de conception qui préside à la création des objets axes en plan et profil en long dans OpenRoads, pour ensuite parler des outils propres à la création à push to audience. Voilà, non, mais là je parlais que de l'agenda, les vidéos, pardon, ça sera par la suite. Donc là vous devriez voir la diapositive agenda. Donc après la présentation générale, donc on parlera des accents plans, des profils en long d'une manière générale, et après on passera un peu plus de temps sur le calage d'un échangeur. J'ai pris l'exemple d'un échangeur trompette. Et ensuite, donc, on passera à la séquence de questions-réponses. La géométrie civile, hein, qui est née à Paris, à la Défense, à l'époque, maintenant Bentley Gare de Lyon, a été créée par Sylvain Pucci en particulier, euh, et Claude Bernard, donc les développeurs historiques de GeoMacao, qui ont travaillé très fort et très bien pour essayer de résoudre un des problèmes les plus épineux auxquels vous êtes confrontés en tant que projeteur routier ou projeteur en sens large ou ingénieur, c'est de maintenir la cohérence du modèle en cas de modification. Parce que des outils qui permettaient de modéliser très bien un projet une fois, il y en a plein, ça on sait faire. Par contre, maintenir la cohérence du modèle modification après modification, c'est là où, en général où les problèmes apparaissaient, puisque malgré toute votre bonne volonté, la première modification, tout est correct, la deuxième, c'est correct, la troisième, etc. Et au fur et à mesure, risque d'y avoir des incohérences, des oublis, des problèmes qui viennent créer donc des défauts dans les dossiers de conception. Et ce qu'on a essayé de faire à Bentley, ce qu'ont essayé de faire donc les développeurs, c'est de vous fournir un mécanisme qui vous permette de vous relaxer en travaillant, en étant sûr que l'outil va vous permettre de maintenir la cohérence du modèle pour vous. Et la clé dans tout ça, c'est de vous permettre, que c'est qu'OpenRoads enregistre la commande elle-même et non le résultat de la commande. Chaque fois que vous effectuez une interaction avec OpenRoads, en fait, vous créez une règle. Alors qu'avant, on stockait juste le résultat, puis vous aviez un objet qui n'était pas dynamique du tout. Donc je me suis permis de créer une petite image avec luminarité un peu reposante sur des sujets un peu techniques. C'est pas plus mal. Voilà, donc pour revenir sur le fond, donc chaque fois que vous effectuez une commande en OpenRoads, on enregistre la commande elle-même en créant une règle. Et ces règles en particulier vont être créées quand vous allez verrouiller des valeurs, que ce soit des distances, des pentes, des rayons. Chaque fois que vous rentrez une valeur et quand vous effectuerez une modification sur le projet, OpenRoads essaiera de maintenir cette valeur en tant que contrainte parce que vous l'aurez verrouillée. Un deuxième aspect important en ce qui concerne surtout le calage d'accent plan et de profil long, c'est la mémorisation des accroches objets. Dans la barre de définition d'outils, vous avez la possibilité d'activer la mémorisation des accroches objets, ce qui fait que OpenRoads, donc encore une fois, va mémoriser cette accroche et maintenir cette accroche, même en cas de modification du projet. Et le terme général, donc, c'est la création de règles. Donc les objets civils, axes en plan, profil en long et les corridors, enfin les terrains, tout ce qu'on crée dans OpenRoads est régi par des règles. Et
on a de la souplesse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir temporairement désactiver des règles ou les supprimer entièrement. C'est un peu comme les modes d'accroche. Donc, parce qu'on sait bien que le tout automatique, c'est bien joli, mais donc, OpenRoads essaie de comprendre votre intention de conception. Mais des fois, on peut mal capturer ceci et il était important de prévoir des mécanismes de débrayage pour vous permettre de reprendre le contrôle quand vous le voulez. Donc en ce qui concerne la création d'axes, je ne vais pas balayer toute la palette, mais je vais juste prendre un exemple simple par élément pour expliciter en particulier la notion d'intervalle. Donc lorsque je crée une ligne fixe, donc je vais laisser ça cocher, donc du coup il me propose d'enchaîner la création en mode polyligne. Maintenant, je vais placer un arc entre ces deux objets. Donc là, le rayon est verrouillé, donc il s'en souviendra comme contrainte. Et je vais demander à ajuster les deux lignes sur lesquelles je m'appuie. La conséquence de cette commande, c'est que, outre la création de l'arc, j'ai donc modifié les éléments sources. Et lorsque je sélectionne la ligne, en fait, qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'ai sélectionné un intervalle basé sur la première ligne. Et pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, je vais afficher les propriétés de l'objet. Donc l'objet qui existe maintenant, qui est connecté à l'arc, c'est un intervalle qui s'appelle paxe31. OK. Et cet objet, cette ligne, dépend de paxe25. Donc paxe25, c'est la ligne d'origine. Elle existe toujours, ce qui va me permettre de la modifier. Et OpenRoads a ajusté en fait une copie de cette ligne liée à la première, qui elle s'ajuste à l'arc. Donc ça pourrait peut-être un petit peu compliqué au départ, mais c'est ce mécanisme qui va permettre en fait de construire des liens entre les objets. C'est-à-dire que cet arc est basé sur un objet qui se souvient de ce qu'il était avant qu'on le raccourcisse. Voilà, donc c'est simplement le mécanisme de création d'intervalles qui permet d'enchaîner comme ça la création des éléments et d'avoir la possibilité de modifier les éléments sous-jacents après avoir créé des éléments complexes. Autre élément d'information sur les contraintes, sur les règles. Donc on a deux types de contraintes, les contraintes de verrou. Donc quand j'ai calé cet arc, j'avais verrouillé un rayon de 200 mètres. Donc c'est maintenant une contrainte. Alors je peux toujours venir la modifier par après, mais c'est une contrainte dans le positionnement de l'arc. Autre type de contrainte, les accroches objets. Donc celles-ci sont mémorisées si j'ai coché cette option. Donc du coup, si je crée une ligne que je contrains à s'accrocher à ce point clé, vous voyez que quand je sélectionne la ligne, OpenRoads m'indique bien que il a mémorisé le fait que je voulais que cette ligne soit accrochée au point de départ de cette ligne. Ce qui fait donc si je modifie ce point, bien évidemment, l'autre l'autre ligne sera modifiée puisqu'elle partage le même point. Donc, ça c'est la règle par défaut, mais par défaut parce que cette option a été activée. Maintenant, si je veux supprimer cet accroche-objet, je peux le faire de différentes façons. Je peux accéder aux propriétés de cette ligne et vous voyez que dans les points de géométrie là, j'ai l'indication de l'accroche-objet. Si je fais un clic droit, je peux supprimer cet accrochage. Voilà. Maintenant, si je sélectionne à nouveau cet objet, j'ai perdu l'intelligence, le lien, et je peux modifier cette ligne-là sans modifier l'autre. Maintenant, si je reviens en arrière, donc ce point est revenu accroché comme à l'origine. Autre façon de faire, je peux très bien désactiver ce verrou d'accrochage et replacer ce point. Donc techniquement, il est au même endroit, mais comme je l'ai replacé sans cette accroche-là, j'ai
perdu le lien dynamique avec le point source. Alors, concernant l'activation et la désactivation des règles, je vais prendre un petit exemple où là je vais m'accrocher au centre du cercle. Ça c'est un objet de dessin, mais ce serait la même chose si c'était un objet de géométrie civile, et je vais le relier par un arc. Donc, cet arc dépend, est lié à ces deux éléments sources. Donc, si je sélectionne cet objet, j'ai en fait trois familles de solutions. Soit je peux carrément supprimer les règles. Dans ce cas-là, je les supprime définitivement. Et vous voyez que les éléments sources reviennent dans l'état dans lequel ils étaient avant. Cet objet n'est plus du tout lié aux autres. Donc cet arc ne permet pas d'ajuster cette ligne-là. Ce sont des objets complètement indépendants. Et cet objet-là n'a même plus de règles. Vous voyez que je n'ai plus que des manipulateurs de type microstation. Si je veux le transformer en élément avec des règles civiles, je peux utiliser cette commande créer objet avec des règles civiles. Et dans ce cas-là, j'ai à nouveau un objet de géométrie, mais qui n'est plus lié donc aux éléments sources. Hein, si je modifie la ligne, à ce moment-là, l'arc n'est pas recréé. Ok, donc là j'ai supprimé des règles et j'ai recréé des règles civiles, mais sans lien avec les objets sources. Maintenant donc, j'ai une autre approche qui va être temporairement de dire je veux verrouiller cet objet. Donc j'accède aux règles et j'ai ce verrou, je verrouille l'objet et donc je désactive les règles qui le gouvernent. Donc je ne peux plus modifier son rayon, et si je modifie un des éléments sources, l'élément n'est pas recalculé. Okay. Par contre, donc si je reviens sur cet objet et que je le déverrouille et je réactive les règles, l'objet est recalculé. Et donc on revient à la situation d'origine, c'est-à-dire que cet objet est lié à ces deux entités. Donc je peux temporairement désactiver son recalcul. Et j'ai une troisième famille d'options qui va être de verrouiller l'objet et de désactiver les règles de référencement. Donc là je vais verrouiller l'objet et les objets dont il dépend. Donc non seulement je le verrouille et je désactive les règles qui le calculent, mais aussi les objets dont il dépend. Donc ça veut dire que maintenant, je ne peux plus modifier le rayon, mais je ne peux plus modifier ces objets-là non plus. Et par exemple, si je modifie la position du cercle, vous voyez que cet objet-là n'est pas recalculé, alors que il devrait l'être. Okay. Donc, et maintenant, ce qui se passe, c'est que si je réactive donc si je réactive les règles de référencement, donc là l'objet est bien recalculé, et par contre il y a un petit souci là, c'est que l'élément est bien là où il doit être, mais l'intervalle qui a été calculé la première fois, lui, n'est pas recalculé. Donc au niveau du dessin, c'est pas terrible, et pour revenir à une situation plus claire, à ce moment-là, il faut que je supprime l'intervalle. Et là, à partir du moment où là, je vais recalculer l'intervalle en recalculant l'intersection avec l'outil de microstation, hein. Et maintenant, je reviens à une situation comme avant, c'est-à-dire que, sauf que là, oui, j'ai perdu les intervalles dynamiques. Donc, c'est à utiliser avec précaution. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait verrouiller et désactiver les règles. Verrouiller, désactiver les règles de référencement, mais on arrive à des situations un peu plus complexes. Et oui, il y a la dernière option dont j'ai pas parlé là, qui est de remplacer référence. Donc ça va être plus clair si je fais par exemple un déport de ce type-là. À ce moment-là, donc cet objet-là est lié à cet objet-là.
Et si je veux dire, en fait, je voulais pas faire un déport par rapport à cette ligne, mais par rapport à cette ligne, je vais pouvoir utiliser la commande donc de remplacer référence, et je vais lui dire, en fait, tu es un déport, mais de cet objet-là. J'espère que la notion de règle et de contrainte est un peu plus claire maintenant. Au sujet des verrous, ça arrive d'utiliser ces mécanismes-là, mais en général, on est bien content de laisser OpenRoads recalculer les éléments. Et je vous propose maintenant de parler un peu plus précisément des outils de création d'axes en plan eux-mêmes. Donc, on a un peu trois grandes catégories de méthodes de création d'axes en plan. Donc, une méthode dite par élément, où on va enchaîner la création d'éléments fixes et d'éléments tangents à un élément ou à deux éléments, donc des éléments libres. Et on enchaîne comme ça, on place les points de passage, les points de contrainte, et on enchaîne le placement d'éléments fixes et d'éléments variables. On a aussi des méthodes par sommet, où on va directement créer une géométrie complexe en enchaînant donc des droites, clotoïdes, cercles, clotoïdes, droites, etc. Sachant que ces clotoïdes et cercles pourront être calculés automatiquement par une référence à une norme routière, dans la mesure où donc on peut spécifier une norme de conception et l'activer au moment de la création de cette polyligne complexe. Ensuite, on a des outils spécifiques de création d'entités par déport, principalement. On verra un exemple tout à l'heure, c'est pour ça là on va pas voir d'exemple précis sur les outils de création d'axes en plan. Enfin, juste un petit exemple, mais on verra un exemple plus détaillé avec l'exemple de l'échangeur trompette. Et enfin, donc, dans les versions la plus récente, là, la 10.7 et la 10.8 à venir en français d'ici quelques jours, on a deux outils qui sont apparus, un générateur de géométrie et un connecteur de géométrie. L'outil générateur de géométrie, depuis les outils de géométrie complexe, va vous permettre d'effectuer plusieurs tâches, que ce soit par exemple dans la création de parcelles, ou lorsque vous devez générer un objet, un axe, avec un listing que vous ne pourriez pas importer directement sous forme de fichier texte, parce que les angles sont exprimés selon une norme qui ne vous est pas familière ou qui n'est pas permise par le mécanisme d'import. Donc que ce soit pour de la géométrie ou des parcelles. Donc là je vais prendre l'exemple d'une parcelle. On va pouvoir donc tracer des lignes et les voir donc être décrites sous forme géométrique dans le fichier, et sachant qu'on peut demander la fermeture à partir du point de départ donc de cette parcelle, et vous avez instantanément la surface qui est affichée. On va pouvoir bien sûr modifier les différents points et encore une fois exprimer les différentes dimensions en fonction donc de la norme ou du choix qui vous est proposé ou demandé. Une fois la géométrie décrite, donc on peut l'enregistrer. Donc là je l'ai enregistré on enregistre un fichier XML en fait. J'écrase ce fichier de manière à pouvoir le communiquer à un géomètre ou continuer le travail dans un autre fichier. Et bien sûr on peut placer la géométrie dans le fichier pour venir exploiter comme n'importe quelle autre géométrie. Et si vous avez une géométrie existante que vous souhaitez pouvoir modifier avec ce même type d'objet, à ce moment-là, vous retrouvez dans les outils de modification un générateur de géométrie adapté à des objets existants. Donc vous pouvez sélectionner l'objet en question et venir le modifier, l'ajuster, en faire ce que vous voulez. Par exemple, en modifiant le point de départ, je peux simplement recopier cette parcelle si jamais j'en avais besoin. Voilà, un outil de modification de géométrie. Voilà donc pour le générateur de géométrie, et maintenant on va parler du connecteur de géométrie.
Alors, donc l'outil de connexion de géométrie permet donc, comme son nom l'indique, de raccorder deux géométries existantes. Donc on sélectionne l'élément source et l'élément extrémité. Et on va ensuite venir rajouter des éléments intermédiaires. Donc là, je vais commencer simple, on va prendre arc, droite, arc. Donc on va décrire l'élément, donc on prend un arc, une droite et un arc. Ensuite, donc, on va agir sur le fait de libérer ou pas des éléments. Donc là, on a encore le petit souci de traduction, c'est pas gratuit, c'est libre. Donc le premier élément est donc fixe, hein, donc on va commencer à partir de là. Là on voit rien parce qu'on n'a pas encore commencé à décrire la géométrie que l'on veut. Donc l'arc, on va prendre un rayon de 1000 mètres et une longueur, mettons, de 300 mètres. Donc, on voit la proposition donc se dessiner. Ensuite la ligne, on va dire 500 mètres. Et l'arc, le deuxième arc, donc on va faire un élément symétrique, 300 mètres, rayon de 1000, et voilà, il est plutôt donc dans l'autre sens, et on n'a pas d'élément final. Voilà, donc là, c'est à peu près la géométrie que l'on souhaite. Maintenant, vous voyez qu'on est guidé dans la construction de la géométrie. Là, on a un trop grand nombre d'éléments libres. Et donc on doit en fixer. Donc là effectivement tout est, tout est gratuit. Oui, tout est gratuit. Donc je vais fixer les rayons des arcs. Donc là j'affiche les paramètres qui sont libres. Et donc allez, je vais dire que je vais fixer la tangente. Voilà, donc du coup, il y a une solution qui est proposée. Je peux cliquer sur le petit bouton rapport. Voilà, donc si je demande un rapport de géométrie, j'ai donc la première ligne sur laquelle je m'étais fixé, l'arc, la droite, donc, qui fait à peu près 760 mètres, et le deuxième arc. Là, donc maintenant, si je clique sur appliquer, je vais générer la géométrie correspondante. Donc l'objet qui va être créé, la nature de l'objet créé dépend des options qui sont placées là. Donc là, c'est un élément qui n'a pas de règle. Par contre, si je refais calculer et je demande à générer des éléments avec des règles, donc on m'avertit que le fait d'avoir des règles peut modifier les valeurs géométriques, et je fais appliquer, et dans ce cas-là, j'ai généré une géométrie classique avec des règles. Voilà donc pour ce focus sur ces deux outils particuliers. Maintenant, quelques mots sur la modification des axes. Donc dans les premières versions d'OpenRoads, on était limité principalement aux outils de modification dynamique dans la vue en plan, grâce aux manipulateurs, comme on a pu le voir dans les cas de figure précédents. Et de version en version, on enrichit notre catalogue d'outils, et maintenant donc on dispose d'outils pour transposer, insérer des sommets et des courbes. Donc ça, on pouvait déjà le faire, hein. Et ce sont des outils qui sont disponibles depuis la palette MicroStation, où on peut utiliser depuis la palette modifiée, enfin la zone modifiée, des outils donc soit d'ajustement, soit de suppression et d'insertion de sommets. Et on verra juste un petit exemple juste après. Et on a aussi plus récemment donc des outils d'édition par table, donc qui étaient disponibles dans les anciens outils Inroads, qui complètent un peu les outils de modification interactive. Et c'est vrai qu'ils permettent des fois de se sortir d'éditions difficiles à faire autrement.
On a aussi la possibilité donc d'utiliser, comme on l'a vu, le générateur de géométrie sur un axe existant. Et en 10.7 sont apparus les outils de transformation, donc translation, rotation, échelle. Ça aussi, c'était une limitation qui existait dans les premières versions. On ne pouvait pas déplacer un axe après l'avoir conçu, alors que là, on peut le déplacer, le copier, appliquer des rotations et des mises à l'échelle. On a aussi un outil de variante qui correspond pour les anciens utilisateurs de GeoMacao à l'outil donc de variante de tracé qui s'appelle redéfinition complexe. Et on verra un petit exemple après avoir évoqué les profils en long, où on verra justement, on parlera de l'impact sur les profils en long, de la modification de l'axe en plan, parce que ça aussi c'est en général un questionnement important quant au fonctionnement d'OpenRoads. Et enfin, une fois qu'on a torturé, modifié un axe en plan dans tous les sens, il peut arriver qu'on ait besoin de le simplifier, c'est-à-dire qu'on revienne à une géométrie de base, en fait, comme si on l'avait créé avec la méthode par sommet. Donc cet outil de simplification peut servir quand on aura fait de trop nombreuses modifications et que du coup les modifications interactives ne donnent pas des résultats satisfaisants. Alors, on va voir un petit exemple de création-modification d'axes. Donc, je vais commencer par créer des lignes. Donc, comme j'ai cliqué sur enchaîner, j'ai qu'à cliquer premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Voilà, donc là, j'ai une suite d'éléments disjoints. Je vais les chaîner. Voilà, donc maintenant, j'ai un complexe. Et donc, si je veux rajouter un arc, à ce moment-là, je vais simplement pouvoir utiliser la commande arc entre éléments. Et si je demande à ajuster les deux, donc comme c'est un élément complexe, il faut que je dise que par défaut que je désigne deux éléments différents, mais si je veux désigner un élément d'un complexe, à ce moment-là, donc comme me l'indique l'invite, je clique sur Alt, j'appuie sur Alt et maintenant je peux sélectionner donc les éléments sous-jacents dans le complexe. Et comme j'ai demandé à découper prolonger les deux, l'élément a été automatiquement rajouté au complexe. Et si je souhaite faire le même genre de manipulation, mais sans modifier le complexe, juste en créant l'élément tangent, à ce moment-là, je vais pas demander de découper prolonger les deux. Alors, il faut quand même que j'appuie sur Alt au départ pour pouvoir cliquer deux fois sur le même élément. Et là, le résultat est différent puisque comme je n'ai pas demandé d'ajustement sur l'objet, là cette fois l'élément a été juste rajouté. Et si je veux l'inclure, à ce moment-là, j'utiliserai l'outil redéfinition complexe qui va me permettre donc cette fois de créer la géométrie incluant l'arc. Ah oui, en termes de modification, même après avoir torturé cet axe, j'ai toujours la possibilité donc d'ajuster le positionnement des éléments sources via ces manipulateurs, que ce soit donc évidemment à ce point de départ, mais aussi pour le point d'intersection. Vous voyez que là, ce qu'on a créé en ajustant avec l'arc, c'est un intervalle. Donc maintenant, ce bout d'alignement droit là s'appelle un intervalle qui est basé sur cet élément-là. Donc, cet élément-là, je peux toujours arriver à le manipuler en cliquant donc sur ce point ou en venant donc ajuster la position par le triangle. Donc, que ce soit pour cette droite-là ou cette droite-là. Et j'aurai accès à différents manipulateurs selon la manière dont j'ai créé les objets, bien sûr. Voilà, j'espère que la création d'axes en plan et le dynamisme offert par OpenROS Designer est un peu plus clair en termes de comportement et d'outils. Encore une fois, on va voir un petit exemple un peu plus détaillé pour en créant une bretelle d'un échangeur. Et maintenant, quelques mots sur les profils en long. Ça va être assez rapide puisqu'en fait, donc, on a exactement les mêmes types d'outils et les mêmes méthodes de création que pour les axes en plan.
On a donc une méthode par élément, où on enchaîne des éléments fixes et on cale des éléments qu'on met en général tangents. Donc on fait droite, parabole, droite, même si lorsqu'on va chaîner et créer une chaîne complexe à partir des différents éléments, OpenRoads n'impose rien en termes de tangence. Si vous devez caler un profil en long de fond de fossé et que vous avez des variations brutes de pente, il n'y a aucun problème. Vous créez la géométrie que vous voulez. D'ailleurs, des profils en long même discontinus si vous souhaitez. Et donc, en plus de cette méthode par élément, on a aussi la méthode par sommet, qui nous permet de bénéficier aussi de normes automatiques de conception. Et on dispose aussi d'outils de projection d'une pente d'un élément, d'un axe-en-plan ou d'un profil, d'un axe-en-plan profil en long à un autre axe-en-plan. On bénéficie des outils qui existaient dans GeoBackSight, et ce qui rend OpenRoads très puissant puisqu'on peut mélanger très facilement des méthodes de conception type corridor et type aménagement linéaire, puisqu'en fait tout est axe en plan, tout est profil en long, et on peut projeter le profil en long de n'importe quel bord chaussé, n'importe quelle entité, qu'elle a été conçue par la géométrie ou qu'elle vienne d'un corridor, ou même qu'on récupère ça depuis un objet 3D. Donc en termes de modification, on a les mêmes possibilités grosso modo que pour l'axe en plan, c'est la même logique. On pourra donc faire des éditions dynamiques dans la vue profil en long grâce au manipulateur, au poignet. On a donc maintenant l'outil d'édition par table, on verra un petit exemple par la suite, et on a toujours la possibilité donc d'insérer et de supprimer des sommets. Mais comme il n'y a rien de particulier sur les profils en long et qu'il y avait beaucoup de questions sur les conséquences des modifications de l'axe en plan sur le profil en long, je voudrais qu'on passe quelques minutes là-dessus. J'ai pris quelques exemples très très simples pour essayer de fixer un peu les idées, que vous compreniez comment fonctionne le moteur de contrainte. Donc, en termes généraux, donc la base, quand on modifie dynamiquement un axe en plan, forcément, s'il a un profil en long, ce profil en long va être modifié. Donc les règles, c'est que d'une façon générale, donc OpenRoads va reprojeter le profil en long de l'ancien axe dans le nouvel axe. Ça, c'est la base. Ensuite, il va par ailleurs essayer de conserver des contraintes. C'est-à-dire que toutes les accroches objets et les verrous, donc les règles que vous aurez construits en générant le profil en long, vont essayer d'être maintenues par OpenRoads. Et ensuite, dans la plupart des cas, donc, il va mémoriser l'abscisse des sommets des paraboles, par exemple, ce qui n'est pas toujours ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est plutôt refaire une projection à un XY constant, en gros, que si on a placé un point bas, c'est que le point bas soit au même endroit, même si on rallonge l'axe, par exemple, un point bas, ce point bas reste au même endroit même si on rallonge l'axe, donc, mais ces améliorations sont en cours d'écriture, donc pour avoir un fonctionnement plus similaire à ce que par exemple on pouvait avoir dans Inroads. Et enfin, donc vous pouvez toujours donc utiliser les éditions par table et les outils de simplification et de décomposition si nécessaire, si les modifications apportées par OpenRoads ne vous plaisent pas. Donc là, maintenant, quelques exemples simples de règles de création de l'impact de la modification d'un axe en plan sur le profil en long, en particulier de l'outil variante de tracé, donc redéfinition complexe. Alors, premier cas de figure pour évaluer l'impact de la modification d'un axe en plan avec redéfinition complexe sur un profil en long. Là, ce profil en long, je l'ai calé sur le terrain naturel à l'origine du projet à l'abscisse 0, et ensuite j'ai renseigné une contrainte de longueur. Donc c'est comme ça que cet premier élément a été créé. Et ensuite le deuxième élément, donc je me suis accroché à la fin du premier et j'ai rentré une seconde contrainte de longueur.
et de pente. Donc la seule contrainte d'accrochage sur un objet plan, c'est à l'origine, à l'abscisse 0. Mais je ne me suis pas accroché ni à l'abscisse de fin, ni sur le TN à l'abscisse de fin. Donc maintenant, si j'utilise redéfinition complexe, ce qu'on voit, c'est que donc le profil en long a été intégralement reprojeté dans sur le nouvel axe en plan, et qu'il n'y a eu aucune modification ni de la longueur ni de la pente, ni du point d'origine puisque c'était le même, et ni de la longueur ni de la pente du second élément. Donc lorsqu'on ne s'accroche pas sur des points de l'axe en plan ou sur d'autres objets en intersection qui viennent du plan, à ce moment-là on a une reprojection pure et simple du profil en long. Donc le profil en long est intégralement conservé. Maintenant, on va s'intéresser à un deuxième cas de figure, où là, donc, dans ce deuxième cas de figure, le premier élément du profil en long, lui, est le même que dans le premier cas, c'est-à-dire que là, je me suis accroché à l'abscisse 0 sur le terrain naturel. J'ai renseigné ensuite un élément de pente et de longueur fixe, en verrouillant donc les longueurs et les pentes. Ensuite, pour l'élément de fin, j'ai commencé par la fin, en m'accrochant sur le TN, à l'extrémité, à la fin de l'axe. Et j'ai renseigné ensuite un élément de pente fixe et de longueur fixe. Et j'ai créé entre les deux, je me suis accroché sur les extrémités des éléments de profil en long, avec un élément donc de pente et de longueur que je n'ai pas verrouillé. Donc si on applique une redéfinition de complexe, qu'est-ce qui se passe? En fait, donc, OpenRoads essaie toujours de conserver les contraintes qu'on lui a données. Donc sur l'élément d'origine, il a été conservé, c'est toujours un élément de même longueur et de même pente qui s'accroche sur le point de départ de l'axe à l'altitude du terrain naturel. Et à l'extrémité, à la fin de l'axe, c'est la même chose. OpenRoads a conservé ce point, donc même s'il est différent parce que l'axe sera éventuellement plus court ou plus long, ce point-là sera toujours calé sur le TN et il sera toujours à l'extrémité, à la fin de l'axe en plan, et là c'est sûr, lui, sa longueur a changé. Ensuite, on a toujours un élément de longueur et de pente fixe, donc cette contrainte-là a été conservée, que ce soit pour la pente ou la longueur, et entre les deux, cet élément donc qui rejoint les deux éléments fixes, lui a changé en pente et en longueur, forcément, puisque l'axe en plan n'a plus la même longueur. Et pour bien vérifier, si on peut faire un édité des fers, et on voit bien que cet élément-là est l'élément variable. Donc OpenRoads essaie de conserver les contraintes qu'on lui donne et applique les variations là où il y a des éléments libres. Et donc ce point-là sera toujours calé sur le TN et à la fin de l'axe. Comme ce point a pu éventuellement changer, même s'il on lui a donné une contrainte d'accroche au TN, donc il sera toujours sur le TN, et l'élément variable est au milieu. Enfin, dernier cas de figure, là, cette fois, j'ai pris comme cas de figure l'accrochage à l'intersection avec un profil en long d'un autre axe. Donc, pour le profil en long de cet premier axe, le premier élément c'est toujours le même, hein, c'est toujours notre pente, snappée sur le TN avec une contrainte de longueur. Et pour le deuxième, je me suis accroché sur l'intersection avec le profil en long de cet axe-là, et j'ai renseigné un élément de longueur fixe et de pente fixe. De longueur fixe. Comme contrainte, je me suis accroché sur la fin de l'axe. J'ai pas verrouillé la longueur, je me suis accroché sur la fin de l'axe, en partant donc de ce point d'intersection avec le PL. Donc la longueur a été déduite donc de la distance entre le point d'intersection et la fin de l'axe. Et ensuite, j'ai renseigné un élément libre qui s'accroche donc aux deux éléments précédents. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant on applique une redéfinition complexe à cet axe-là?
on va voir que, encore une fois, OpenRoads essaie de garder les contraintes qu'on lui a données. Donc le premier élément, lui, est toujours accroché au TN et a toujours la même longueur et la même pente. Ce qui a été conservé ensuite, c'est l'intersection avec l'axe sans plan et le profil en long. Et le fait que cet élément, donc on commence à l'axe en plan profil en long de l'autre, de l'axe qui intersecte, et ensuite on a un élément de profil en long qui se termine toujours sur la fin de l'axe, donc la longueur de cet élément a varié. Et donc le Z final du profil en long a varié puisque vraisemblablement la longueur de cette ligne a changé. Donc, cette contrainte a été respectée et la contrainte de fin de l'élément a été respectée et la contrainte de pente, j'avais verrouillé la pente, par contre elle a été respectée. Donc encore une fois, OpenRoads essaie de maintenir les contraintes qu'on lui donne et en particulier donc la contrainte de pente, d'intersection avec l'axe et de fin de cet élément sur la fin de l'axe en plan. Et donc les contraintes d'accrochage objet ont été respectées, puisque dans la partie variable, cet objet donc a été modifié de façon à respecter les contraintes d'accrochage objet. Voilà, donc OpenRoads essaie à chaque fois de conserver les contraintes et de recalculer le profil en long qui correspond à ces contraintes, même si c'est pas toujours celui qu'on voudrait. Donc, si on fait des fers, on va observer donc plus facilement l'impact du changement. On voit donc en particulier l'élément variable au milieu et la maintenance. On a conservé les accrochages avec les intersections d'autres axes. Dans certains cas, l'utilisation de redéfinitions complexes peut donner lieu à des profils en long incohérents. Donc là, dans cet exemple, vous voyez que la conséquence de la modification de l'axe en plan introduit un retour en arrière dans le profil en long, en particulier parce que sur le premier élément, donc on avait introduit une contrainte de longueur fixe, sur l'élément de fin également, et du coup OpenRoads a essayé de maintenir la continuité et a introduit donc un retour en arrière, ce qui n'est pas très heureux. Donc pour corriger ce genre de problème, vous avez toujours la possibilité d'utiliser l'outil décomposé, mais l'outil table d'édition peut permettre de corriger le problème. Donc là, en l'occurrence, je fixe les contraintes en cochant dans les cases et je vais modifier la longueur, par exemple, du premier alignement. Donc je renseigne une valeur plus petite de façon à éviter ce retour en arrière. Voilà, et maintenant en faisant appliquer, le nouveau profil en long va être sauvegardé. Donc grâce à cet outil table d'édition, on peut corriger, nettoyer un profil en long qui aura été secoué par la redéfinition du complexe en plan. Voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile puisque on n'a pas encore mis l'ingénieur routier dans le logiciel. Hein. Il y a quand même des décisions, des choix à faire lorsqu'on en va modifier un axe en plan. Ce qu'essaie de faire OpenRoads, c'est de conserver une certaine cohérence et que le profil long s'auto-répare. Maintenant, c'est pas lui qui va savoir ce qu'il faut faire quand vous passez d'une butte de remblai à une butte de remblai. Et surtout, ce que j'espère maintenant, c'est que vous avez une vision un peu plus claire du mécanisme de calage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, dans les exemples que j'ai cités là, les modifications n'étaient pas toujours très heureuses parce que j'avais justement saisi des contraintes de longueur. Donc visiblement, ces contraintes de longueur, elles vont avoir un sens et une nécessité à un moment donné, par exemple une rampe pour un profil en long dans un tunnel, ou voilà, il y a des cas de figure où ces contraintes de longueur vont être adaptées. Mais il y aura beaucoup de cas
ou ce sera par exemple le positionnement d'une parabole, d'un point de parabole qui va être plus important. Donc dans ces cas-là, quand vous créez votre profil en long, il faut essayer d'anticiper les conséquences des modifications, maintenant que vous comprenez un peu mieux les mécanismes de mise à jour, et de placer les éléments fixes qui aient un sens, et de ne pas utiliser de verrou lorsqu'il n'y a pas de sens à maintenir cette contrainte. Et enfin, donc, je vous le rappelle, il y a l'édition par table qui, en général, permet de récupérer pas mal d'éventuels problèmes euh, avant de devoir décomposer le profil avant si vous êtes amené à le faire. Alors après, donc c'est encore un petit quart d'heure. Après, c'est quelques exemples donc d'utilisation des commandes création, modification d'accent plan et de profil en long. On va voir un petit exemple plus concret de calage des multi-axes. Donc avec la possibilité qu'offre OpenRoads, en profil en long en particulier, de matérialiser l'intersection des axes, les intersections avec tout modèle de terrain et tout corridor, et ceci de façon dynamique. C'est encore une fois, si vous vous accrochez à l'intersection d'un axe en plan et d'un profil en long, en cas de modification du profil en long source, et bien, le profil en long calculé sera automatiquement recalculé. Par exemple, si vous avez un carrefour plan et que vous souhaitez que les intersections des axes, ça serait bien qu'ils soient au millimètre près au même niveau. Et ben, si vous modifiez l'un des deux, l'autre que vous avez calé par rapport au premier sera aussi modifié. Et donc OpenRoads va maintenir la cohérence de votre projet. Il n'y aura pas de marche comme on pouvait avoir avec d'autres outils qui ne disposent pas de ces mécanismes dynamiques. Et enfin, donc, dans la version 10.7, on a maintenant la possibilité d'afficher, faire une coupe sur tout ce qui est en 3D mis en référence dans le projet, donc que ce soit des fichiers IFC, AutoCAD, Revit, OBJ, SketchUp, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aurez attaché en référence à votre projet, vous le verrez en profil en long. Et c'est quand même une performance parce que bon, en droite, quand vous avez une droite, ça va, c'est une coupe, mais quand vous avez une clotoïde, là par contre le problème est un peu plus délicat et les développeurs ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat. Voilà, assez de paroles. Maintenant, donc, un exemple de calage d'échangeur trompette avec la première partie, donc sur la partie calage de l'accent plan. Alors, donc on va prendre un exemple d'échangeur trompette pour balayer un peu les différents outils de construction géométrique à notre disposition. Je vais commencer par matérialiser l'ouvrage d'art en utilisant donc la commande ligne depuis élément. Donc le déport, le point de référence par rapport à l'axe, donc un déport 0. Et on va créer une première ligne qui fait 100 mètres d'un côté et 100 mètres de l'autre. Donc on va se mettre à peu près là. On valide les différentes options. Et voilà, donc là c'est vraiment un exemple. On va prendre arc contre élément, 2500. Non, pas 2500. Ah oui, parce que en fait, en voyant ça, donc j'avais changé l'obliquité. 80 par exemple. Voilà, c'est mieux. Ok, donc là on a l'arc de référence. Maintenant, je vais construire d'abord la première boucle et ensuite on va faire un bout du trompette par là. Donc pour ça, on va construire un décalé de l'axe puisqu'on se raccordera sur ce décalé. Et donc en prenant en compte un TPC de 1,50 m, ça fait un déport de 75. Donc, du début jusque là, ça devrait suffire. Ensuite, on va devoir positionner le nez à 1 mètre. Et pour ça, donc, alors pour placer le nez à 1 mètre, je vais d'abord placer un texte qui va représenter l'origine géographique, le lieu de ce nez à 1 mètre. Ça va être plus facile après pour le déplacer et ça peut servir aussi de repère après.
Et donc ensuite, on va créer un déport par biseau variable, avec le déport de fin, donc c'est 12,50, c'est le déport sur lequel on doit se raccorder, donc c'est le déport de la voie extérieure, donc plus 1 mètre, ça fait 13,50, et avec une longueur de 30 mètres. Donc l'élément de référence, c'est cet élément-là, et donc je vais m'accrocher sur l'origine du texte, pour venir ensuite positionner le déport soit à gauche, soit à droite, et donc là en l'occurrence, on va se placer dans ce sens-là. Voilà, donc maintenant, si je déplace le nez 1 mètre, à ce moment-là, on va pouvoir déplacer le point de départ de cette bretelle. Ensuite, alors je vais peut-être enlever l'affichage. Ça va être plus clair comme ça. Ensuite, je vais caler un arc depuis élément. Donc un arc de 1500 mètres. Je pars de l'extrémité, et donc je vais à peu près jusque là. Et ensuite, maintenant, je vais construire la boucle. Donc la boucle, ça va faire clotoïde, arc, clotoïde, et on se raccorde sur cet objet. Donc c'est commande d'arc, donc on va utiliser transition, arc, transition. Et là, donc, je vais prendre un rayon de 50 mètres, 60, 60, premier élément, deuxième élément, et donc boucle et cocher, pour nous permettre donc de construire une boucle. Sinon, on n'a pas la même construction. Voilà, donc on a notre première partie de la bretelle, et encore une fois, si je bouge le point de départ, à ce moment-là, ça change la géométrie, et je peux vérifier que j'ai la longueur de décélération nécessaire. Voilà, si j'ai besoin de 100 mètres, je vais déplacer le nez à 1 mètre jusqu'à ce que j'ai 100 mètres. Ensuite, pour créer la boucle externe, je vais créer un décalé à 1,50 m de cette ligne-là. Et je pourrais d'ailleurs chaîner toute cette bretelle. Voilà, donc maintenant je vais faire un déport simple d'éléments partiels. Le déport est d'1,50 m. Utiliser les transitions, donc OpenTools va recalculer des clotoïdes après avoir fait le déport à 1,50 m, puisque vous savez qu'on ne peut pas géométriquement déterminer exactement une clotoïde par déport. Donc je vais commencer de là, et je vais aller jusqu'au bout là. Voilà, donc maintenant j'ai la géométrie externe. Et maintenant je vais pouvoir positionner l'autre partie de la trompette. Donc j'avais déjà créé ce texte pour représenter le biseau. Donc, je vais reprendre la même commande déport variable, donc on a les mêmes paramètres, longueur. Donc je m'accroche toujours à l'origine de ce texte, et cette fois donc le point de départ est dans ce sens-là, hein. C'est la carte de l'axe. Donc là il se trouve que comme je suis sur une partie circulaire, donc le déport que j'ai créé forcément est aussi de nature circulaire. Donc si je veux vraiment avoir une géométrie linéaire, donc le nez à 1 mètre, à ce moment-là je vais construire ce nez à 1 mètre.
donc qui aura la même géométrie. Donc là, il y a 30 mètres 25, on a 25 cm de trop. Je pourrais construire la ligne exacte qui fasse 30 mètres en créant un cercle et puis en créant cette ligne depuis ce point-là jusqu'à l'intersection avec le cercle. Mais comme vraisemblablement, je vais venir de toute façon écarter cette ligne, écarter, pardon, rallonger cette ligne pour venir m'écarter de l'axe, je vais considérer que cette géométrie était valable. Ensuite, donc pour construire l'élément de raccordement, donc c'est l'élément un peu complexe, hein, donc où on va donc prolonger cet alignement droit, avoir un arc, clotoïde, alignement droit, clotoïde, et se raccorder sur ce cercle. Et donc on a la commande qui vient de GeoMacao, hein, qui permet de calculer donc cette bretelle extérieure. Donc je vais utiliser un rayon de 100 mètres, plutôt 70 mètres. Ensuite, donc on aura une clotoïde donc, qui fera 30 mètres. Après, donc une clotoïde qui fera 30 mètres, la longueur de tangente mettons 50 mètres, et la longueur de raccordement sur cet arc sera de 60 mètres. Donc l'élément arrière est celui-là, on valide le déport de 0. L'élément après l'arc, donc c'est cet objet-là. Et on voit directement la géométrie qui est créée. Et on peut donc valider la création de la géométrie. Voilà, donc la bretelle est créée. C'est de la même façon, si on veut ajuster la géométrie, à ce moment-là, on peut déplacer le diamètre et voir la géométrie se recalculer instantanément. C'est assez pratique comme ça pour venir ajuster la géométrie de l'échangeur dynamiquement, donc simplement en modifiant l'un des paramètres. De la même façon, évidemment, si je change le biais, pardon, à ce moment-là, toute la géométrie va être recalculée dynamiquement. Et on peut bien sûr faire défaire si on veut revenir sur la situation antérieure. Voilà donc comment on peut créer une géométrie de type trompette. Donc on utilise exactement les mêmes outils que dans GeoMacao pour ceux qui le connaissaient. Simplement on dispose cette fois d'une dynamique complète, ce qui est quand même vraiment très très pratique. Voilà donc un exemple de calage de géométrie d'axe en plan. Je me proposais ensuite de passer à la partie profil en long. Alors, pour le calage en profil en long de l'échangeur, on va travailler en premier donc sur le rétablissement, puisque j'ai choisi de travailler comme ça. Donc, il y a un axe principal et on a calé les bretelles par déport par rapport à cet axe. Donc, il va falloir qu'on matérialise déjà le profil en long de cet axe pour ensuite caler les bretelles. Donc là, il faut qu'on matérialise la chaussée en dessous pour pouvoir caler le gabarit. Pour ça, donc, j'ai un modèle numérique de surface qui représente la chaussée que l'on doit traverser et on va utiliser profil rapide depuis surface pour donc matérialiser la chaussée inférieure. Voilà, donc voilà la chaussée inférieure, donc qui est liée dynamiquement à cette surface. Et pour matérialiser le gabarit, je vais créer une copie de cet objet à 8 mètres au-dessus, 8 mètres ou la valeur que je souhaite. Donc on va faire un profil décalé. Je vais peut-être activer la géométrie, voilà, pour avoir quelque chose qui soit plus joli. Et donc on va faire un déport de 8 mètres. Voilà, donc là on a matérialisé la position du gabarit. Donc j'ai pris 8 mètres, mais encore une fois, ça sera ajusté en fonction des valeurs que l'on souhaite. Et donc ce qui est toujours intéressant de noter, c'est que on est lié dynamiquement à la surface du dessous. Donc si le profil en long de la chaussée change, le modèle de terrain change, ça change, et ce point-là change. Et donc
là, c'est un cas un peu particulier, vous voyez, on a un gros déblai à monter là. Et donc, du coup, je vais faire un profil en long avec une ligne. Donc, le point de gabarit, le point de contrainte va être là. Donc, je vais m'accrocher à ce point-là. Donc, on se souvient des accroches objets. Donc, encore une fois, le profil en long sera lié dynamiquement à ce profil en long au profil en long de la chaussée inférieure. Et donc là, je vais monter à... Allez, je peux pas trop faire plus que 6%. 6%. Voilà, et donc je prends pas la BU en compte, sinon le point de gabarit, le point de contrainte, ça va être ce point-là. Voilà, donc si je prends en compte la petite berme là, à ce moment-là, c'est ce point de gabarit qui compte. Enfin, c'est le principe. Donc, vous voyez. Et ensuite, là, je vais faire un profil en long juste pour raccorder. Hein, c'est pas l'objet de la présentation. Voilà, un rayon de 16 000. Oups. Donc, je vais chaîner le profil en long du vrai tab. Voilà, je contrôle dans la vue 3D le profil en long que je viens de caler. Alors, on va s'intéresser maintenant au profil en long de la bretelle interne. Donc, au début de celle-ci, le profil en long sera lié à la plateforme principale, et ce jusqu'au musoir ou point d'insertion. Et donc, on va d'abord matérialiser cette zone dans laquelle, encore une fois, le profil en long de la bretelle sera lié au profil en long du bord chaussé. Pour ça, donc, je vais activer une symbologie de travail et je vais créer un décalé à 5,20 m du bord chaussé. Voilà, donc, graphiquement, on situe l'emplacement de la zone. Si jamais on ajuste la position de la bretelle, on aura toujours une intersection. Et maintenant, donc, tant qu'à faire, je vais penter cet élément-là à 2%, donc à partir du bord chaussé. Comme ça, j'aurai un élément 3D et je vais pouvoir créer un modèle numérique de terrain qui me servira donc pour le calage du profil en long de la bretelle. J'aurai donc un profil en long déduit à partir du modèle numérique de terrain de l'autoroute. Voilà, donc je crée une pente à 2%. Cet objet a maintenant donc un profil actif et tant qu'à faire, je vais générer le même objet pour la bretelle de sortie. Donc on commence par le déport à 5,20 m et je vais toujours porter à 2% cet objet par rapport au bord extérieur chaussé. Alors, maintenant que j'ai des objets 3D, je vais pouvoir générer, alors il faut que je passe dans la vue 3D, mais je vais pouvoir générer un modèle numérique de terrain comprenant donc les bords chaussés classiques plus cette zone à 5,20 m puisque elle n'était pas modélisée dans le modèle de terrain d'origine. Donc je vais simplement sélectionner les éléments que je souhaite. Pour ça, je vais d'abord désactiver l'affichage du modèle de terrain que je vois là, qui correspond à la plateforme en section courante.
Et maintenant, je peux sélectionner les objets que je souhaite ajouter au modèle de terrain. Voilà, donc j'ai les objets dont j'ai besoin. Et j'utilise la méthode à partir d'éléments qui fonctionne très très bien. Donc je vais l'appeler par exemple autoroute musoir ou autoroute avec musoir. Donc je réactive le calque par défaut. Et pour avoir quelque chose de plus propre, je vais déclarer donc les bords extérieurs comme des frontières, comme ça j'aurai pas de triangle un peu idiot là qui gêne la lecture du projet. Voilà, donc maintenant que j'ai un modèle de terrain, je vais pouvoir revenir dans la partie conception du profil en long pour venir demander à avoir la projection de ce modèle de terrain sur dans l'axe du profil en long de la bretelle. Alors, la vue était là. Ce qui peut être intéressant d'abord, c'est de créer, de matérialiser le point de sortie ou d'entrée sur l'autoroute par un point. Donc là, je prends la méthode intersection pour créer, donc matérialiser. C'est pas strictement nécessaire, mais c'est plus pratique. Et puis, encore une fois, on a à le faire qu'une fois, puisque c'est un calcul par intersection. Donc, si jamais j'ai une modification, que ce soit de l'axe en plan de la bretelle ou de la position du point de calage du musoir, ce point-là sera mis à jour, sa position sera mise à jour, et tous les objets qui seront construits à partir de l'abscisse récupérée de ce point seront aussi eux mis à jour. Voilà, donc là maintenant je vais utiliser la commande profil depuis surface pour avoir la projection exacte de la plateforme de l'autoroute dans le profil en long de la bretelle. Donc je dois prendre pas cette commande, c'est pas une projection de profil, c'est un profil depuis surface. J'ai du mal ce matin. Alors, dépôts horizontaux et verticaux de 0. L'élément en plan, c'est la bretelle. La surface de référence, c'est bien ce modèle de terrain-là. C'est celui-là avec les grands triangles qui vont jusqu'à la position du musoir. Donc pour l'abscisse de début, je m'accroche sur le point que je viens de créer. Et pour l'abscisse de fin, je vais m'accrocher donc à la fin de l'axe de la bretelle. Encore une fois, ces accroches objets vont être mémorisés. Si j'ai une modification du positionnement du musoir, tout sera recalculé instantanément. Voilà, donc j'obtiens la trace, la déduction de la plateforme de l'autoroute dans le profil en long de la bretelle. Donc comme on faisait dans le jeu Macao, sauf que là c'est entièrement dynamique. Et maintenant pour la partie amont, donc cette fois je dois me raccorder sur l'axe du rétablissement. Mais là, je n'ai pas de modèle de surface, donc je vais plutôt utiliser une pente à partir d'éléments. Mais là, je ne vais pas utiliser cette commande-là, je vais utiliser les commandes pente, profil par pente variable. Même si la pente est constante, l'intérêt de cet outil, c'est qu'il va me permettre de désigner les abscisses de début et les abscisses de fin. Sinon, comme j'aurai une boucle, j'aurai un profil en long correct, mais sur lequel je ne pourrai pas bâtir d'objets géométriques, de profil en long géométrique valable.
Voilà, donc je vais spécifier le point de départ. Au départ, les projections, elles sont un peu dans tous les sens, hein, puisque OpenRose ne sait pas encore quelle est la plage d'abscisse sur laquelle je veux appliquer les projections. Là, maintenant que j'ai désigné le point de départ, on comprend mieux qu'on va avoir un résultat correct. Et je vais m'accrocher sur la fin, enfin le début en l'occurrence, de l'axe de la bretelle. Donc l'abscisse de fin de la projection, c'est l'abscisse de début de la bretelle. La pente est de -2. Et je vais obtenir comme ça des objets sur lesquels je vais pouvoir caler des éléments de profil en long pour construire le profil en long effectif de la bretelle. Voilà, donc j'ai la projection amont, la projection aval. Donc au départ, c'est une projection par pente depuis un PL. À la fin, c'est sur un modèle numérique de terrain, mais pour OpenRoads, il n'y a pas de différence. Je vais pouvoir générer un élément de profil en long me connectant dynamiquement sur ces objets-là, dans la partie intermédiaire. Donc je vais commencer par le début. Et je vais prendre la commande ligne de profil tangent depuis élément. Voilà, donc je récupère bien la pente à 6%. Là, techniquement, j'aurais pu reconstruire un élément géométrique, hein, puisque je fais une déduction avec un déport fixe d'un élément de PL, avec une pente constante. Donc techniquement, j'ai une droite. Mais ce n'est pas le cas pour cet objet-là, puisque si j'ai une droite ou une parabole dans le profil en long de l'autoroute, comme je m'écarte de l'autoroute, je n'ai que des interpolations, je n'ai plus un objet géométrique propre. C'est pour ça que là je m'accroche par tangence. Et l'intérêt, encore une fois, c'est que ces accroches-objets sont dynamiques et seront recalculés en cas de modification du projet. Ben, il ne me reste plus qu'à lier les deux par une parabole. Je vais choisir sa longueur, mais je vais prendre plutôt son rayon. Un coup de flèche vers la droite. Et voilà, j'ai rendu le rayon à peu près à 2000. Mais non, 2000, ça serait, je ne me raccorderai pas assez tôt sur l'axe du rétablissement, donc diminution de ce profil en long permet d'arriver au résultat souhaité. Et voilà, j'ai un profil en long complet que je vais pouvoir maintenant chaîner, transformer en profil complexe. C'est la bretelle 1. Et je chaîne les objets, les éléments de profil en long, pardon, que je vais pouvoir maintenant activer. Voilà, donc il y a d'autres méthodes, bien sûr. Hein, OpenRoads Designer est très souple là-dessus. Mais voilà comment on peut construire une bretelle. Donc encore une fois, de façon dynamique, si j'ai une modification des axes en plan ou du profil en long de l'autoroute, ce profil en long sera recalculé. Et maintenant, autour de la bretelle externe. Alors là, ça va être un peu la même chose. On va calculer la projection et ensuite se raccorder sur le profil en long de la bretelle interne. C'est parti. Alors, donc pour le profil en long de la bretelle externe, on va utiliser la même stratégie pour le départ et non la fin. Donc la projection sur le modèle numérique de terrain spécifique. D'ailleurs, je vais commencer par placer le même point. Oups, pardon. Donc, musoir sorti.
Voilà. Et donc oui, la projection sur le modèle de terrain au départ. Et ensuite, donc j'avais parlé de projection à 2%, mais là en fait, comme on est à moins 2% là, moins 2% là, par rapport à la bretelle interne, on est au même niveau, donc c'est une projection à 2%, à 0%. C'est parti. Voilà, on a vu 4. C'est un peu pénible des fois ces histoires de vue. Alors, on recommence. Voilà, c'est vrai que là, si je travaille avec 2 écrans, j'aurais moins de problèmes. Alors, donc on a dit, on commence par une création de profil depuis surface. L'élément en plan où appliquer l'altimétrie, c'est cet objet-là. La surface de référence, c'est cette surface-là, du début. Et l'abscisse de fin, je vais donc jusqu'à ce point. Voilà. Ensuite, pour la partie commune, disons, entre les 2 bretelles, là, je vais plutôt prendre la fonction de projection d'étendue de profil vers élément, pardon, puisque la pente est de 0, hein, on veut avoir des plateformes qui sont au même Z. Donc dans ce cas-là, c'est cette commande-là qui est la plus adaptée. Donc l'élément à projeter, c'est celui-là, l'élément en plan, c'est celui-là, l'abscisse de début, je vais commencer à peu près par là, et je vais aller jusqu'à la fin. Voilà. Et donc du coup, je récupère les parties que je dois respecter avec la projection des éléments de tangence de l'axe en plan qui vont me permettre de me repérer donc, et de pouvoir créer le profil que je souhaite. Donc là, je vais utiliser la même technique, hein, ligne de profil tangente depuis élément. Et la même chose de ce côté-là, pour ensuite venir les raccorder donc, par une parabole. Voilà, donc là, 2100. Ça paraît pas mal. Voilà, donc on a comme ça construit un profil qui a donc l'avantage, comme pour l'autre profil, d'être dynamique, c'est-à-dire que si j'ai une modification de l'axe de référence de la voie de l'autoroute ou de rétablissement, automatiquement ce profil en long sera à jour pour maintenir la cohérence des profils en long et donc de l'altimétrie du projet. Oups. Et voilà, la géométrie est calée. Voilà, et donc merci, vous avez été assez nombreux à rester jusqu'à la fin. Là, on a largement dépassé le créneau horaire, mais je crois que c'était important de vous donner un exemple concret de calage d'axe en plan, profil en long. Je vous propose d'en rester là. Je laisse la session de questions-réponses ouverte si jamais vous avez encore des questions. Et sinon, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre présence. Et donc, rendez-vous le 7 avril, si vous le voulez bien, pour la partie corridor. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.